On reçoit aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je dirais, une autre voix qui se revendique, en tous les cas il va nous le dire mieux que moi-même, comme étant la voix de la population, comme étant la voix de ces Guyanaises et ces Guyanais qu'on n'entend pas forcément, qui ne sont pas investis soit par le vote ou par des désignations donc de forces de représentation. On va parler essentiellement avec Albert Darnal donc de la stratégie de lutte contre la Covid. Il va donner son appréciation des politiques actuellement menées. Il va peut-être, s'il en a et l'idée et la volonté, nous indiquer s'il y a des pistes alternatives. En tous les cas, aujourd'hui, on aborde la problématique de la Covid-19 et son impact sur la société guyanaise avec un interlocuteur différent et donc c'est à lui de développer ses argumentaires. Monsieur Darnal, bonjour. Bonjour Monsieur Le Pelletier, bonjour aux auditeurs de Radio Pays. Voilà, donc je dis qu'on vous reçoit, c'est pas la première fois que vous intervenez au micro de Radio Pays, mais ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas entendu parler du PLPG, ce mouvement qui s'est formé au beau milieu de la première vague, donc pour protester notamment à l'époque parce que vous appeliez les erreurs de stratégie d'un gouvernement qui voulait, grosso modo, qui voulait ou qui ne voulait pas, j'en sais rien, mais qui nous imposait à partir de Paris un certain nombre de mesures de lutte contre une épidémie qui n'avait pas du tout la même forme chez nous que dans la France hexagonale. Est-ce que vous pensez que depuis cette période où nous vous recevions, avec entre autres, je peux citer la création du comité scientifique territorial, avec cette différenciation dans le traitement de la crise, avec cet exemple, ce qui est devenu un exemple guyanais, avec ce fameux couvre-feu. Est-ce que vous pensez que votre parole de l'année dernière a été entendue? Est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez plus proche des décisions prises par des autorités sanitaires face à la Covid en Guyane? Je ne sais pas si nos positions ont influencé les décisions qui ont été prises, mais en tous les cas, je pense qu'on en a quand même tenu compte à un certain niveau, même si nous ne sommes pas du tout satisfaits de ce qui se fait, puisqu'aujourd'hui encore, il y a un couvre-feu à 23 heures qui, à mon sens, à notre sens, n'a aucune signification. Il faudrait qu'on nous explique ce qui se passe entre 23 heures et 6 heures du matin, qui pourrait protéger plus les Guyanais que ce qui se faisait avant. Et qui empêcherait le virus de se développer. Je rappelle que le virus n'est pas un être vivant, même si c'est un organisme. Et pour que le virus puisse se propager, il faut qu'il y ait un être vivant en particulier qui le transmette. D'accord, vous admettrez néanmoins que par rapport à, on est à une année, on est au premier anniversaire de la vie sous Covid, on va l'appeler comme ça. Oui. Par rapport à ce qui se décidait, ce qui s'imposait, ce qui était conseillé, voire, je pense notamment au confinement total de la Guyane à partir du mois de mars, qu'il y a eu une évolution. Mais on a toujours dit que les mesures qui étaient prises n'étaient pas adaptées à la réalité. Confinement total de la Guyane en mars 2020, c'est une bêtise totale. On était en dessous de ce qu'il y a aujourd'hui. On a été confinés jusqu'au mois de mai, jusqu'au 11 mai si ma mémoire est bonne. Oui, tout à fait. Pourquoi? On ne sait toujours pas pourquoi. Ensuite, quand il y a eu une montée de l'épidémie en Guyane, on n'était plus confinés. Donc, il faut qu'on m'explique l'absurdité de ces décisions. Alors que nous, on disait qu'il fallait protéger les frontières de la Guyane pour éviter que le virus pénètre. Et c'est essentiellement cette mesure qu'il fallait prendre. Si on l'avait fait, et quand on analyse la propagation du virus en Guyane, on se rend compte que ce qui a amené le virus en Guyane, c'est toujours des gens qui sont venus de l'extérieur. Et que si on avait pris des mesures adaptées, on n'aurait peut-être pas eu autant de virus en Guyane. On aurait peut-être été comme dans certains pays, où il y a eu 0 mort, etc. Oui, ils sont rares quand même, les pays où il y a eu, entre guillemets, 0 mort. Quand je dis 0 mort, c'est entre 0 et 5, on va dire, pour vous faire plaisir. Oui. Mais on peut pas de faire plaisir. La Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie, ce sont des pays où l'épidémie a été négligeable. C'est vrai. Et où les mesures
ont été significatives à partir du moment. Moi, je me rappelle il y a quelque temps, j'écoutais les informations. Non, c'est pas parce qu'ils en parlent pas au niveau des médias publics, mais au niveau de la Nouvelle-Zélande, ils ont identifié un cas. Ils ont tout confiné. Oui. On a l'exemple de la Nouvelle-Calédonie actuellement, qui est sous confinement après 9 cas positifs. Il ne s'agit pas de personnes en réanimation. 9 cas positifs. Donc dès qu'ils ont éradiqué le problème, ça y est, la vie économique a repris le dessus. Donc nous, on a été confinés 3 mois pour rien. Et puis derrière, on a laissé le virus se propager autant qu'on voulait. C'est l'analyse du passé. On peut vous rejoindre sur ce constat. On peut pas y faire grand-chose. On peut pas revenir en arrière, c'est clair. Mais on pourrait au moins tirer les enseignements du passé. Et vous trouvez qu'on n'en tire pas? C'est la question que j'allais vous poser. Mais on est en couvre-feu, alors que on est à moins de 2% de contamination par rapport au nombre de tests qui sont faits. Oui, si je peux me permettre, attention des auditeurs, de rappeler dans les grandes lignes, grosso modo, la situation effectivement de lutte contre la Covid en Guyane. On va essayer d'y aller par étapes, si vous permettez, M. Bernal. Vous citez ce couvre-feu, dont on peut se poser la question de son efficacité, de son utilité, pas efficacité, son utilité, de 23h à 5h du matin. Nous avons aussi ces points de contrôle maintenus à Regina et à Irakubo, point de contrôle, je parle pas de contrôle d'identité, ça c'est un autre débat, mais c'est point de contrôle sanitaire, avec l'obligation d'avoir, Kylian nous le rappelait, d'un motif impérieux pour se déplacer de Cayenne à Saint-Laurent ou de Cayenne à Saint-Georges, il faut toujours le rappeler, ça c'est le deuxième point. On peut citer en troisième point la gestion qui reste sur le papier stricte aux frontières. Interdiction d'entrer et de sortir, que ce soit au pont de l'Oyapock ou au bac de Saint-Laurent, on est d'accord? C'est le troisième point. Et puis ensuite, il y a ces mesures critiquées par certains, souhaitées par d'autres, vous me donnerez votre opinion, ces mesures d'entrée sur le territoire par le biais de notre aéroport, avec ce test PCR qui n'est plus un test antigénique, qui doit devenir un test donc de laboratoire de moins de 72 heures. Cette septaine pour lequel il y a eu des exceptions. Vous allez me donner votre point de vue. Ces exceptions qui sont faites pour les hommes d'affaires afin qu'ils puissent continuer à pouvoir venir. Donc, exception de la septaine à l'entrée. Et ces fameux motifs impérieux qui ont failli sauter avec, je le disais ce matin, cet arrêt du Conseil d'État. Alors, pour les Français qui sont ailleurs, oui, mais les Français qui veulent se rendre ou partir des Outre-mer, non. Alors, mais il y a quand même, voilà la situation actuelle. Et quel regard vous portez sur cette, on va venir à la vaccination après, si vous voulez bien. Quel regard vous portez sur cette gestion de public? Par exemple, on va prendre un des cas. Vous souhaiteriez faire sauter quoi? Ou rajouter quoi? Vous avez cité, par exemple. En quoi un homme d'affaires ou un chef d'entreprise, parce que c'est généralement c'est serait plus enclin à être immunisé contre le virus et ne mériterait pas d'être en septaine comme les autres. Moi, j'aimerais qu'on m'explique scientifiquement la raison qui fait que lui serait épargné par la septaine parce qu'il est homme d'affaires et chef d'entreprise. Il est comme nous tous. Il est comme nous tous. Oui, c'est un être humain qui peut attraper le virus. Donc, on devrait lui imposer les mêmes mesures qu'à toute la population. Ça, c'est dans les exemples que vous avez cités. Après, les décisions du Conseil d'État. Mais les décisions du Conseil d'État, vous pensez que le Conseil d'État se soucie de nous? Oui, moi, je vois pas pourquoi je vois toutes les décisions qui sont prises. Quand je vois qu'aujourd'hui, on est dans cette situation, alors, vous ne le dites pas, parce que on a des hôpitaux qui ne sont pas, qui n'ont pas les moyens suffisants pour accueillir. C'est pour toute la France, ça. Non, c'est pas pour toute la France. On n'est pas au même niveau que ce qui se passe en France. On a un hôpital, André Rosemont, où on ne peut pas accueillir plus de 15 patients en réanimation, ou 16, unité près. C'était 11 et c'est devenu 16, je crois. Ouais. Vous pensez que pour 200 000 habitants, c'est suffisant? C'est le même ordre de grandeur? Vous avez dit que c'est pareil pour toute la France. C'est le même ordre de grandeur qu'il y a en France? Oui. Je me permets de vous dire oui. 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 Je me permets de vous dire oui. Ouais. Maintenant, évidemment, le problème que nous avons, et vous auriez raison de me le dire,
en réponse à ce que je viens de vous dire, excusez-moi, c'est que, ah oui, mais le problème, c'est que nous, on sait pas transférer des patients d'un hôpital à un autre si jamais on est débordé. Ça, c'est vrai. C'est pas compliqué d'organiser une Evassan de chez nous que, par exemple... Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, en France, il y a des gens avec qui je suis en contact, qui s'organisent pour avoir encore plus de moyens, parce qu'ils estiment que c'est insuffisant. Oui, mais c'est ce que je vous explique. C'est toute la France qui a un système de santé défaillant. Ils ont un système au niveau des moyens des hôpitaux qui est quand même plus performant, plus important que le nôtre. Ouais, c'est vrai. Et quand on a fait 2017, si ma mémoire ne me joue pas de tour, on avait aussi posé le problème sanitaire de la Guyane. Oui, tout à fait. Et le gouvernement français s'était engagé sur un certain nombre de choses. C'était aussi exact, on y reviendra la semaine prochaine. Alors moi, je me suis jamais fait d'illusions sur les engagements du gouvernement français, parce que depuis 40 ans, je me bats dans ce pays. Et vous pensez qu'ils n'ont pas été tenus du tout depuis 2017 ? Chaque fois qu'on a dû faire appliquer des accords qu'on avait passés avec l'État, il a fallu se mobiliser. D'accord. Je le répète ici, à chaque fois qu'on a dû faire appliquer des accords passés avec l'État, il a fallu se remobiliser. Moi, pour rafraîchir la mémoire de certains qui peut-être oublient, le MSU, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui. 92. Moi, oui, peut-être pas tous, oui, 92. 92. Dans ces accords, qu'est-ce qu'il y avait, entre autres? Je me rappelle la route Regina-Saint-Georges. Il y avait la route d'Apatou. Ces routes-là, combien de temps elles ont prises pour être réalisées? 30 ans. Et qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il n'a pas fallu à chaque fois monter au créneau. Pour dire, non, on est d'accord, mais on s'éloigne un petit peu du sujet, mais vous avez raison de... ce qu'il en est. On est dans une colonie française où à chaque fois il faut se battre pour obtenir des miettes. On peut vous entendre. Et j'en discutais encore hier avec des personnes qui me disaient, mais comment, monsieur Darnal, on trouve du pétrole au Venezuela, on trouve du pétrole au Guyana, on trouve du pétrole au Suriname, on trouve du pétrole au Brésil, et en Guyane, il n'y en a pas. On est sur le même plateau des Guyanes. Faut être sérieux. Scientifiquement, c'est un non-sens. Oui, c'est encore un autre sujet. Mais enfin, je voudrais quand même juste... pour l'information, mais tous les sujets sont liés. Pour l'information des auditeurs, sur le volet dont est menée la politique française en Guyane, tous les sujets sont liés. Sur le volet de la recherche pétrolière, il faut quand même bien noter la concentration de la réussite des forages qui a lieu sur le plateau des Guyanes, on est d'accord, mais qui a lieu plus du côté de la frontière entre le Guyana et le Suriname que du côté de la frontière entre le Suriname et la Guyane, et encore moins entre la Guyane et le Brésil, puisque les recherches n'ont pas encore commencé, les forages n'ont pas commencé au Brésil. Monsieur Lepeletier, pendant 40 ans, j'ai milité dans ce pays, et je me suis toujours fait un devoir de ne jamais jeter à la figure des gens ni mes diplômes, ni mes études. Oui. Parce que je pars du principe que la compétence, ça se démontre, ça ne se décide pas. On peut avoir fait toutes sortes d'études sans être pour autant compétent. Donc j'ai essayé, dans mon action, d'être le plus homme possible à ce niveau-là. Mais il y a des moments, il faut dire, quand vous me parlez de géologie, c'est un domaine que j'ai étudié également. Non, je parle juste d'un constat. Moi, j'avais un professeur de géologie dont le nom ne me revient pas là tout de suite, mais qui ne savait pas que j'étais guyanais dans sa classe, et qui nous avait sorti une carte minéralogique de la Guyane un jour, qui avait été dressée par l'Orstom, faite à partir de photos aériennes, avec du matériel particulier qui permet de détecter les gisements de minéraux. Et cette carte identifiait un certain nombre d'endroits où en Guyane, il y a un certain nombre de minéraux qui existent dans le pétrole. Alors moi, je veux bien être un non, mais moi, je n'attends que ça. D'accord. Je ne sache pas. La découverte viable de pétrole. Il faut arrêter de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Bon, on peut revenir à la Covid. On peut revenir à la Covid. Voilà, on s'est un petit peu échappé. Mais moi, sur ces sujets, j'entends des gens qui disent de quoi ils parlent, ils y connaissent rien. Non, il faut arrêter un petit peu. Il faut sortir des diplômes pour parler. On peut sortir les diplômes aussi, mais c'est pas utile à mon avis. Non, mais enfin là, attention. Mais il faut que attention, non, mais quand vous dites les diplômes, c'est pas utile. Pensez à nos jeunes qui sont en train d'étudier actuellement. Non, les diplômes, c'est utile oui, quand même. Pour accéder à un certain niveau de compétences. En général, oui. Ça ne veut pas dire que même si on a le diplôme,
on sera compétent. Non, mais ça, il faut y aller complètement. Et ça veut pas dire qu'on a besoin d'un diplôme pour être compétent non plus. Il faut y aller. Alors, revenons à la Covid, Kylian sourit. Revenons à la Covid. Bon, on va pas revenir sur cette. Je peux comprendre la raison pour laquelle il y a un traitement différencié des hommes d'affaires à la demande notamment des hôteliers de Guyane. Donc c'est toujours cette raison. On va élargir cette raison de l'économie face à la santé qui quelquefois semble vous opposer donc aux décisions qui sont prises. Mais il n'y a qu'à observer ce qui se fait par rapport notamment au vaccin. Oui. On a des scientifiques qui ne sont pas spécialement de mon obédience politique ni philosophique, qui nous expliquent. Et pour en citer un, on ne pourra pas le dire, on ne pourra pas dire qui fait partie du mouvement anticolonialiste dont je fais partie. C'est monsieur Douste-Blazy. Monsieur Douste-Blazy qui a été ministre de droite, qui aujourd'hui nous explique que les dispositions qui sont prises en matière sanitaire par le gouvernement français ne correspondent pas à ce qui devrait se faire. Que les vaccins ne sont pas expérimentés correctement. Vous avez un monsieur qui s'appelle le professeur Perron, qui n'est pas du tout de mon obédience politique non plus, qui a été président du Conseil scientifique de France à un moment donné, qui aujourd'hui développe sur des chaînes de télévision françaises des thèses. Il s'est fait un peu taper sur les doigts. Oui, il se fait taper sur les doigts par qui? Par ses pairs. Par ses pairs qui sont taper sur les doigts, c'est gentil. D'accord. Mais allez-y. Le professeur Raoult s'est fait taper. Mais pareil, c'est la même équipe. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les vaccins se produisent plus vite que toutes sortes de médicaments. Mais c'est extraordinaire, ça. Alors que on nous enseignait à un moment donné qu'un vaccin, il fallait entre 5 et 10 ans pour le concevoir. Exact, oui. Il y a 3 sortes de vaccins. Je ne vais pas développer là-dessus parce que ce serait long. Mais les vaccins traditionnels, ce sont des vaccins à partir de virus dont on a réduit la virulence. D'accord? Ces vaccins-là prenaient énormément de temps pour les concevoir. Il y avait des essais qui se faisaient en 3 phases. Il fallait des résultats probants avant de les inoculer à la population. Le vaccin qu'on inocule à la population aujourd'hui, on appelle ça vaccin, mais ce n'est pas un vaccin. C'est une thérapie génie. Et plusieurs scientifiques l'ont expliqué. D'accord. Ça touche l'ARN messager. C'est un ARN messager, qu'on introduit dans l'organisme humain et qui va modifier un tant soit peu ses génomes. On est d'accord là-dessus. Mais soyons sérieux, en combien de temps on a conçu cette thérapie génie qui avait été abandonnée, il faut le rappeler à la population. Les travaux sur cette thérapie génie avaient été abandonnés au début des années avant les années 2000, c'était en 99. Comme par hasard, ils reprennent en 2020. En 2020, Pfizer annonce, en avril 2020, le communiqué de presse de Pfizer est toujours sur son site, qu'il va reprendre des travaux à partir de l'ARN messager. Et que les gouvernements lui ont versé à Pfizer 785 millions d'euros pour travailler sur ce fameux, sur cette fameuse thérapie génique, je ne veux pas l'appeler vaccin. Et quelques semaines après, à fin avril 2020, c'est magnifique. Quelle vitesse supersonique pour concevoir une chose aussi importante et dangereuse si c'est mal fait. On fait les premiers essais. Alors, vous avez déjà les résultats de ces essais? Alors, non, vous avez pu les lire quelque part? Moi non. Mais les autorités publiques. Non mais puisque nous parlons aussi, on mélange. Et c'est l'intérêt de notre entretien, si vous me permettez. On mélange, et parce que dans la vie c'est mélangé, on mélange politique, on mélange économie, on mélange politique, santé. Non mais c'est ça l'intérêt de discuter avec vous, si vous permettez, Monsieur Darnall. Bien sûr. C'est bien ça l'intérêt à l'attention de nos auditeurs. C'est de tout relier, vous avez raison de le dire. Puisque vous en parlez et que effectivement vous avez parlé de j'emploie votre terme, obédience donc anticolonialiste, plus que d'obédience, mais enfin obédience anticolonialiste. Bon, retenez quand même. Courant, si vous voulez. Retenez quand même que les résultats présentés par les laboratoires, ce sont des gros laboratoires, c'est multinational, ça on est d'accord. Mais les résultats donc présentés après ce qui a été fait en labo, in vitro, qui sont d'ailleurs faits par des petits chercheurs, pas des gros,
qui ont été rachetés par les gros. Et ça fait 10 ans qu'ils travaillent dessus, en ce qui concerne notamment l'ARN messager. Il y en a une qui va recevoir le prix Nobel de médecine, je m'engage. Vous verrez, c'est elle qui l'aura. C'est une chercheuse d'origine polonaise qui est aux États-Unis et qui n'a jamais abandonné la thérapie génique dont vous parlez. Bon. Ils ont été présentés dans des comités scientifiques qui sont des comités scientifiques internationaux, qui sont des comités scientifiques. Alors, vous allez peut-être me dire, comme Donald Trump, que l'OMS est sous la branche des Chinois, sous la pression des Chinois. J'en sais rien. Mais enfin, quand même, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des scientifiques mondiaux qui, préalablement à non pas l'inoculation à la totalité de la population, à la réalisation des tests cliniques sur des groupes, donc qui sont identifiés, c'est-à-dire avant qu'on ne pique un homme, il y a des comités qui disent, OK, on peut y aller, on va mesurer le risque. Et on a des volontaires, c'est pas des cobayes, c'est des volontaires, sauf peut-être dans certains pays, que vous connaissez peut-être, comme en Russie ou en Chine d'ailleurs, où ils piquent, des gens plus que vous. Comme moi-même, qui piquent des gens qui sont pas forcément volontaires. Ce que vous me dites là. Mais voilà, c'est ce que j'ai étudié. Oui, mais c'est que ça se fait en 3 phases. Mais vous doutez de ça alors? Mais où sont les résultats, monsieur Le Pelletier? Non, mais les résultats ne sont pas donnés au public. Mais pourquoi ils ne sont pas donnés au public alors que quand il s'agissait de la chloroquine, quand il s'agissait de la chloroquine, on a vu toutes sortes de choses, toutes sortes de résultats apparaître. Non, on n'a pas vu les résultats. On a eu des interprétations de résultats sur les plateaux de télévision. J'ai pu lire sur certains sites. Mais allez sur pareil, sur la chloroquine, je vous recommande la lecture de The Lancet. J'ai même entendu. Si vous avez la patience. Le Lancet. On a entendu parler. J'ai même entendu les rédacteurs de cette fameuse revue revenir sur des articles qu'ils avaient publiés. C'est vrai. Alors qu'à un moment donné, c'était censé être la Bible en matière sanitaire, en matière de santé, pardon. Vous me posez une question, vous me permettez à l'attention des auditeurs, puisque j'imagine que vous avez la réponse, mais vous savez pourquoi vous posez la question. Donc, les résultats des études cliniques qui viennent après les études in vitro, ça nous rappelle l'histoire de l'herbe à pic du professeur du docteur Joseph. Les résultats de ces études cliniques, quand elles sont menées en phase 1, 2, 3, vous avez raison, quand elles sont menées, viennent auprès d'un certain nombre de scientifiques et sont communiqués officiellement par ces scientifiques et validés dans des revues scientifiques qui sont de renommée mondiale, dont The Lancet, c'est pas la seule, il y a une autre, c'est Science, il y a une autre revue. Donc si on veut avoir accès à alors évidemment, c'est pas des choses grand public. Tout à fait. Dire quelque chose quand on a inventé, entre guillemets, je dis une bêtise, pas l'aspirine, mais je sais pas moi, un médicament miracle, on l'a trouvé en pharmacie. On n'est jamais allé voir sur The Lancet si ce que le pharmacien nous donnait était confirmé par The Lancet, quoi. Sauf qu'à l'époque, les essais cliniques avaient atteint les 3 phases. Oui, mais ici... Donc la population ne réagissait pas spécialement. Monsieur. Et puis on n'était pas aussi atteint au niveau de notre santé. Je suis d'accord. Les médicaments n'avaient pas autant d'importance. La population guyanaise avait ses remèdes traditionnels. La quinine, la chloroquine, la nivaquine. La quinine, on en prenait, hein. C'est ce que je vous rappelle ça il y a 40 ans. Aujourd'hui, tout le monde crie, c'est dangereux, ça a des conséquences. Je vous le dis. Mais bon, moi, j'aimerais bien qu'on revienne au vaccin. Oui. Le vaccin, vous avez dit vous-même, les essais cliniques se font en 3 phases. Exact. Tous les scientifiques reconnaissent aujourd'hui que la 3e phase n'a pas été faite. Alors, je me permets de vous donner 2 informations pour compléter, à l'attention toujours être parfaitement clair, objectif vis-à-vis de. Je vous rejoins. Non pas que les 3 phases n'ont pas été faites, mais qu'en ce qui concerne l'introduction du médicament auprès des agences européennes, nationales, internationales, donc pour autoriser la mise sur le marché de ce médicament, les 3e phases n'étaient pas complètement terminée, c'est ce qu'on appelle l'introduction en phase d'urgence. Elle a été utilisée par rapport justement à l'épidémie de la Covid et au fait qu'il n'y avait pas d'autre réponse, vous me direz s'il y en a d'autres aujourd'hui, mais qu'il n'y avait pas d'autre réponse possible face à cette épidémie au plan mondial. Donc et regardez, à tel point, je vais encore illustrer, regardez les problèmes du vaccin actuel AstraZeneca. On a évacué les autres réponses. Le vaccin AstraZeneca... Avant d'en arriver au vaccin, on aurait pu utiliser des traitements qui ont été proposés. Il y a eu des recherches. On aurait pu faire comme on fait pour les vaccins, la 3e phase d'essai clinique, dire on n'a pas terminé, mais
Non, on a préféré, effectivement, c'est une décision politique au niveau mondial. On a préféré, c'est une décision politique. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que l'efficacité est démontrée aujourd'hui, monsieur Darnal. L'efficacité est démontrée. Évidemment qu'elle est démontrée. Quand on entend ce qui se passe en Europe. Attendez, excusez-moi. Vous avez vu ce qui se passe en Israël, par exemple? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu ce qui se passe au Maroc? Parce qu'on cite tout le temps Israël. Moi, je vais vous parler du Maroc. Le Maroc, il n'a pas été suspendu dans plusieurs pays d'Europe. 8h44, messieurs, mettez votre casque. Monsieur Darnal, mettez votre casque, s'il vous plaît. Oui, pardon. Excusez-nous, chers auditeurs. Nous sommes des passionnés de ce sujet, monsieur Darnal et moi-même. J'espère que la conversation vous intéresse et vous apprend un certain nombre de choses. Nous avons des auditeurs qui sont là également avec nous ce matin et qui voudraient intervenir. Radio Pays, bonjour. Merci de votre patience. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Lardeville. Badou Lanka-Tchambé. Voilà. Donc alors, là qu'on me met dans une obédience, moi aussi. Voilà, ça y est, faut carrer oulala, je te comprends pas. Ah non, c'est pas pour, excuse-moi, c'est pas pour toi. Excuse-moi, c'est pas pour toi. J'étais en train de lire quelque chose sur le net. Désolé. Alors, revenons. Pour les vaccins, la troisième phase n'était pas finie. On a juste, le monde entier ont lu que les rapports que les grandes boîtes ont donnés. Tout à fait. Et ils ont dit, par rapport à ce rapport-là, nous allons vacciner. Voilà. C'est tout. Ouais. Et en fin de compte, la partie clinique se finit en 2022. Exact. La phase clinique se finit en 2022. Oui, en même temps que la phase de surveillance, on est d'accord. Ok. Donc, ce qui veut dire, c'est que, comme M. Darnal le disait tout à l'heure, si le vaccin était efficace, comme ils le disent, parce que le vaccin n'est pas efficace, étant donné que tu peux toujours le recevoir, tu peux toujours avoir la maladie, tu peux toujours transmettre la maladie. La seule chose que ce vaccin-là fait, à pas Bocadil, ce sont les scientifiques qui le disent, la seule chose que ce vaccin-là fait, il empêche que les personnes qui ont des comorbidités puissent développer cette action-là. C'est le seul truc qu'il fait. Par contre, j'aime bien vos exemples. Vous prenez, tout le monde prend cet exemple sur Israël et compagnie. Comme Israël vaccinait, vous savez que c'est Israël a fait ses frontières. Il a fermé. Personne ne rentrait. Personne ne sortait. Un confinement intégral, oui, je confirme, effectivement, tout à fait. C'est normal que ça baisse. Personne qui rentre, que personne sort, c'est normal que ceux qui sont ici, qui ont 15 jours, une validité de 15 jours, tôt ou tard va mourir. En Angleterre, une personne qui sort du Brésil, qui rentrait en Angleterre, doit faire une septaine. Et il n'y a pas d'histoire parce que c'est patron, parce que, non, septaine dans un hôtel où il se faisait renvoyer tout de suite au Brésil. Exact, oui. Donc, il faut qu'on soit vrai à un moment donné. En Guyane, on a eu le même problème. Le problème, c'est que tous les cas qu'on a eu en Guyane sont importés. On a eu les variantes anglaises. Ils sont passés par où, les variantes anglaises? Par l'aéroport. Pourquoi? Parce que si on avait pris ces gens-là, et que même s'ils avaient un test ADN de 72 heures, et qu'ils étaient dans un hôtel bien précis, eh ben, si ça devait se propager, eh ben, ce serait jamais propagé parce qu'ils étaient dans un endroit bien précis. On les a renvoyés chez eux, comme d'habitude, parce qu'il y avait un test négatif au moment où ils l'ont fait, mais ils ont contaminé notre personne. C'est ça notre problème. Ok. Non, mais, cher Dardeville, juste, quand même, non pas pour entamer un débat entre nous, même si je sais que vous avez l'autorité pour ça, juste dire une chose. Concernant un petit peu on est d'accord sur le principe de la mise sur le marché rapide de vaccins. On n'est peut-être pas d'accord sur le fait que ça a été fait, mais ce sur quoi je voudrais revenir, c'est sur deux choses. Depuis que ces vaccins sont sur le marché, est-ce que vous constatez, oui ou non, une diminution dans les endroits où les gens étaient le plus vaccinés de l'impact de l'épidémie sur la population? Ça, c'est ma première question. C'est moi qui vous pose cette question-là. Moi, j'ai pas constaté, en tout cas. Oui, c'est parce que vous n'avez pas regardé les bonnes statistiques. Ah, d'accord. Ça, c'est un premier point. C'est un premier point. Et le deuxième point, c'est toujours l'éternel problème. D'ailleurs, je le dis sur le ton de la plaisanterie aujourd'hui, c'est extrêmement amusant de voir que Emmanuel Macron et Jair Bolsonaro sont sur la même ligne face à la Covid aujourd'hui. On fait tout pour éviter de confiner. Oui, pourquoi? Non, mais c'est amusant en tous les cas, de voir Macron, Bolsonaro, même combat. Moi, ça me surprend pas. Ce sont des gens qui ont les mêmes obédiences. Toujours les obédiences. Revenons à cette affaire. Je comprends pas. Mais revenons à cette affaire. Non, mais tous les deux, on peut dire, allez, je vais dire ça différemment. Tous les deux sont en train voudraient mettre l'économie, mais il n'y a pas que l'économie. C'est une question que je voulais aborder avec vous, Albert Darnal. L'économie devant la santé, c'est ce qu'on dit. Ils veulent défendre le capitalisme. D'accord. Mais est-ce que vous pensez qu'effectivement, à date d'aujourd'hui,
les Guyanais sont prêts à supporter un confinement strict en admettant que ça reparte, parce qu'aujourd'hui, si vous me dites qu'il faut confiner aujourd'hui, Albert Darnal, vous allez vous contredire, parce qu'on est dans une situation qui est analogue à celle de l'année dernière. Jamais dit ça, ne me faites pas dire de choses que je n'ai pas dites. Moi, voilà. En tous les cas... Enfin, messieurs, je vous laisse, je vous cède la parole, c'est à vous de parler, c'est pas... Ce qui est clair pour moi, c'est qu'on devrait protéger nos frontières avec plus de rigueur. Impossible. Plus de fermeté. Oui, c'est possible. C'est possible. Ben voilà, vous êtes là pour nous dire en mettant les moyens. Comment? Nous, on a toujours dit que, par exemple, au niveau de l'OIAPOC, il fallait avoir des mesures beaucoup plus strictes. Moi, j'ai des contacts là-bas et je sais très bien combien de personnes contrôlent les allées et venues. D'accord? Il y a un escadron de la PAF qui représente même pas une dizaine de personnes, en sachant qu'il y en a qui sont en congé, il y en a qui etc. Mais il me semblait qu'il y avait eu un renforcement des forces armées de Guyane et qu'il y a une coopération active avec notamment la fédérale et la police aux frontières. Il vous semblait. Moi, j'interroge des Brésiliens qui me disent qu'ils viennent plus parce que de toute manière, ils ont pas envie de se faire ni saisir ni leur pirogue, ni leur moteur. Hein. Les gens qui peut-être... Par les Brésiliens, en tous les cas. Les gens qui peut-être ont tout à perdre là-bas. Et pareil de l'autre côté. Hein, les gens qui peut-être ont tout à perdre là-bas ne vont pas se déplacer. Mais ceux qui n'ont rien à perdre prennent le risque. Ceci étant, monsieur Darnal, c'est vrai qu'on peut pas s'arrêter à tout. Moi, je suis d'avis qu'on ne pourra pas maîtriser les frontières. Ce qui m'interpelle quand même, c'est que les variants soient rentrés par l'aéroport. Ils sont pas rentrés par ni la frontière avec le Brésil, ni la frontière avec le Suriname. Quand on connaît l'historique de ces variants... Mais ils sont rentrés par l'aéroport parce qu'il y a des gens qui rentrent par l'aéroport. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sont revenus en Guyane, ou sont venus en Guyane, sans qu'on les mette à un moment donné. Avant, c'est des gens qui ont amené le virus. Le virus, il vient pas tout seul. On est d'accord. Le virus, il vole pas dans l'air. C'est le discours qu'on connaît depuis un an. Mais non, personne n'a... Aucun virus ne se déplace tout seul. On est d'accord. Oui, mais monsieur Darnal... Le virus n'est pas un être vivant. On est d'accord, monsieur Darnal. Mais est-ce que ça veut dire, à ce moment-là, qu'il faut absolument dire aux gens, parce qu'il y a du virus dans le monde et qui se déplace pas et que c'est vous qui pouvez amener le virus à votre voisin, d'arrêter de voir votre voisin? J'ai pas dit d'arrêter de voir votre voisin. J'ai dit de prendre des mesures à l'entrée des pays. De plus que ceux qui existent. Les gens qui rentrent, on leur demande un test PCR, mais qu'on les mette vraiment en septaine. Là, on leur dit, vous restez chez vous une semaine. Vous qui citiez le Conseil d'État interdit ça. Mais moi, je n'ai pas cité le Conseil d'État. J'ai dit que les mesures du Conseil d'État ne sont pas des mesures qui sont faites pour nous protéger. Donc, vous voulez une septaine obligatoire dans un lieu dédié ou chez eux? Dans un lieu dédié, pas chez eux. On peut pas laisser la personne entrer chez elle. Mais, organiser les contrôles, alors. On a entendu une jeune fille, là, qui vient d'arriver. Si vous voulez laisser les gens entrer chez eux, j'ai entendu dans votre témoignage. Alors, il faudrait que sur ces 20 jours de séjour en Guyane, elle en ait 7. Donc, qui soit passé en confinement, et puis après, va faire son stage pendant les 14 jours qui même pas, les 13 jours qui lui restent. Et alors, si c'est ça qui permet de protéger la population, il y a bien des gens qui, aujourd'hui, ne peuvent pas aller au bout de leurs rêves par rapport à cette épidémie. Et puisqu'on peut parler de plein de jeunes qui auraient dû partir faire des stages, par exemple, des jeunes footballeurs, qui devaient partir en détection, tout a été annulé. Et alors, vous avez des jeunes de la génération des 2 saisons là qui viennent de passer, 2019, 2020, 2020, 2021. Tous ces gamins là qui ont du potentiel risquent de passer à côté. Non, mais vous savez que c'est la même chose pour ceux qui passent leur bac ou ceux qui sont étudiants à l'université actuellement. J'y arrivais, ne soyez pas trop pressés. Non, les étudiants, c'est le temps qui nous presse. Tous ces jeunes là, donc voilà, si on prend des mesures, qu'on soit rigoureux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire d'exception. Les exceptions, c'est ceux qui créent effectivement les problèmes, à mon avis. Il nous reste 5 minutes à peine. Bon, je vais essayer de synthétiser. Excusez-moi auprès des internautes, ce sont des sujets qui nous passionnent et nous parlons beaucoup. Enfin, pareil que je parle un peu trop encore une fois. Monsieur Darnal, donc je voulais comprendre une chose. Vaccination, vous êtes pour ou contre? Campagne de vaccination telle qu'elle est organisée aujourd'hui. Le vaccin, d'une manière générale, je pense que c'est un progrès de l'humanité. Le vaccin qui a été conçu contre la Covid-19, je pense que c'est une supercherie. D'accord. Et que l'objectif, c'est de permettre à des laboratoires
d'accumuler des milliards et de s'enrichir sur le dos des peuples. Avez-vous une autre solution que le vaccin pour traiter la Covid? Il y a des traitements qui devraient être utilisés ou expérimentés de manière plus sérieuse que ce qui a été fait aujourd'hui. Pourquoi? Non mais moi je suis pas médecin, je vais pas donner des traitements. Ça c'est le piège que vous voulez me tendre. Non. Je voulais vous entendre parler de médecine traditionnelle et de développer effectivement d'autres. Il y a la médecine traditionnelle. Ouais. Il faut l'étudier. Vous avez cité tout à l'heure l'exemple de ce qui s'est passé en Guadeloupe. Là aussi, ce sont des pistes. Au lieu de se moquer, comme j'ai pu l'entendre sur des chaînes de télévision françaises, on aurait mieux fait de dire, on va faire les essais cliniques pour savoir est-ce que ça va donner. Ça dépend. En fait, c'est le travail que fait le docteur Joseph actuellement. Moi, j'ai pu lire aussi, à droite ou à gauche, que certains médecins, dans leur quotidien, avaient utilisé des méthodes qui avaient donné des résultats. Pourquoi, au lieu de leur interdire, parce que le gouvernement, le ministre de la Santé a interdit l'utilisation de ces différents protocoles, on va appeler ça comme ça, qui ont été utilisés par ces médecins-là, au lieu de les interdire, pourquoi ne pas avoir ordonné des essais cliniques? Je vous rejoins. Dernier point, parce que je voudrais parler avec vous quand même d'un tout autre sujet. Excusez-nous, mais franchement, on profite de la présence de M. Darnal, qui a une autre casquette, parce qu'il est aussi président de l'Olympique, et on ne voulait pas passer à côté de ce déplacement de cette équipe de jeunes. Une première pour la Guyane. Alors avant d'en arriver, dernière question. Donc j'ai compris, on n'est pas... le confinement à date d'aujourd'hui, on ne voit pas pourquoi on va confiner la Guyane. Au contraire, on la confinerait peut-être un peu trop. Ce serait une bêtise. Ce serait une atteinte aux libertés fondamentales. Une de plus. Je pourrais traduire votre pensée en disant que vous êtes pour une mise en autarcie de la Guyane pendant tant que le virus circule autour de nous. Personne ne rentre, personne ne sort. Non, pas du tout. Il n'y a aucun pays qui est aujourd'hui fermé de cette manière-là. Il y a des mesures. Nouvelle-Calédonie, mesures. Non, Nouvelle-Calédonie, oui. Non, provisoirement. Provisoirement. C'est par rapport à la montée de quelques cas. Oui, 9 cas. Et comme la Nouvelle-Zélande, ils ont fermé provisoirement. Donc il y a des mesures à certains moments. Celle-là, c'est des mesures, à votre avis, qu'on devrait momentanément, oui. D'accord. Donc vous êtes pour le stop and go du confinement. Quand on se rend compte qu'il y a un truc qui va pas, il faut prendre les mesures appropriées. La fameuse stratégie du stop and go. Voilà, par exemple, si vous appelez ça comme ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis pour le respect des libertés individuelles, et j'estime que elles sont trop atteintes en Guyane. Pas qu'en Guyane, paraît-il, Pas qu'en Guyane, mais je vis en Guyane. Enfin, je parle de la Guyane. Vous savez encore une fois raison. Je rappelle que nous recevons Albert Darnal, donc qui vient exposer. Et on a beaucoup débattu. Désolé pour le temps de parole qui vous a été pris, Monsieur Darnal. Il n'y a pas de problème. Ça vous a choqué. Non, ça m'a pas choqué. D'accord. Je comprends qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Oui, voilà. Il y a un langage. Mais nous souhaitons aussi mettre en avant une autre facette de cette personnalité guyanaise, Albert Darnal, que beaucoup connaissent et l'ont connu. Mais il est également le président, donc il est investi auprès des jeunes, notamment par ce club de football olympique. Il doit participer à un tournoi important, et je crois que vous avez un appel à faire, ou tout au moins des informations à donner à nos auditeurs. Oui, je suis président de l'Olympique depuis 22 ans, je le rappelle, 40 ans en tant qu'éducateur. Nous allons cette année participer à la CONCACAF Caribbean Club Shield. Donc c'est un petit peu l'équivalent de la Ligue des champions de la Caraïbe, on va dire. Oui. Ça regroupe l'ensemble des clubs champions de la Caraïbe, qui ensuite vont rencontrer le vainqueur de cette compétition va rencontrer le club champion de l'Amérique centrale, il y a Honduras, Canada, Mexique, etc. Et le vainqueur va ensuite à la Coupe du Monde des clubs, comme on a pu le voir, l'équipe mexicaine qui a rencontré le Bayern en finale. Je sais pas si on arrivera jusque-là. Tout ce qu'on peut vous souhaiter. Déjà, il faut y aller, par contre. Mais il faut y aller. Déjà, il faut y aller. Et nous, on pense qu'il faut y aller. Chaque année, c'est organisé par la CONCACAF. Il faut que les clubs guyanais y aillent. Parce que peut-être qu'on ne va pas gagner, mais au moins on va acquérir de l'expérience. On va permettre au niveau de notre football de s'améliorer. Et en plus, on pourra prendre des contacts avec des pays qui ont un niveau de football plus élevé que le nôtre. Donc ça nous permettra dans l'ensemble de nous développer, mais permettre à nos jeunes aussi de mûrir. Alors, les dates. À travers le sport. Les dates. Alors, on est censé partir le 19 avril. Il faut qu'on arrive 2 jours avant le début de la compétition qui commence le 23 avril. Et en partant le 19, on arrivera le 20 avril parce que c'est le seul avion
qu'on peut prendre. Il y en a pas d'autres après. Donc, et on reviendra le 29 ou le 4, ça dépendra de nos résultats. D'accord. La compétition se déroule à Curaçao. À Curaçao. Tiens, bon exemple pour le Covid. Très bas. Oui, non, heureusement qu'on vous impose pas une septaine stricte, hein, là-bas. Je peux vous dire que les conditions, on les a déjà, puisque j'ai participé à une visioconférence médicale avec la CONCACAF. Ce sont des conditions draconiennes. Moi, j'ai même plus envie d'y aller personnellement. Parce que c'est 3 tests PCR avant d'entrer à Curaçao. Un test PCR 15 jours avant, un test PCR une semaine avant le premier match et un test PCR 5 jours avant le premier match. D'accord. Et quand on arrive là-bas, on fait un test PCR à l'arrivée. Et j'imagine que vous êtes dans une bulle sanitaire là-bas. Et ensuite, on est dans une bulle sanitaire. On n'a pas le droit de sortir. Les joueurs pendant toute la compétition. Un petit mot des finances parce que vous avez ouvert un compte Litchi pour pouvoir boucler votre budget. Vous en êtes où? Le compte Litchi, on va dire qu'il avance vraiment un tout petit peu. On va rappeler l'adresse. Hein. Vraiment un tout petit peu et donc on a dépassé les 1 000 €, on va dire. Oui, pour l'information, donc c'est pas extraordinaire, sachant qu'on est aux alentours de 30 000 € de budget. Non, mais on peut lancer un appel à nos auditeurs, hein, très honnêtement, au-delà de tous les débats auxquels vous assistez avec nous et celui particulièrement passionné d'aujourd'hui. Alors, vous avez 10 €, 20 € à mettre. Oui, même 10. Allez-y, supportons le club de l'Olympique. Donc, parce que vous allez sur le compte Litchi, c'est ça, et la page, comment ça s'appelle, c'est quoi, c'est ils peuvent trouver le lien du compte Litchi en allant sur le site de l'Olympique de Cayenne. Ça s'appelle olympiquedecayenne.futeo.com. Futeo, F2O. F2OTEO.com. Merci beaucoup à Merci beaucoup à Dana d'être venu ce matin. Jean-Paul Petier, demain nous aurons qui pour le supplément? Demain, nous aurons qui pour le supplément? Vous me prenez à dépourvu parce que notre invité s'est désisté en dernière minute. On verra demain. On verra demain. Oui, demain c'est mercredi. Mercredi, on essaiera d'obtenir confirmation. Bon, on va revenir sur le dossier des retraites. Oui, c'est certainement et c'est important d'en parler. Bonjour Dom, comment ça va? Bonjour Kylian, tu vas bien? Ça va très bien, merci. Comment ça va se passer ce matin pour le Allo Pays? Ce matin, Kylian, première partie donc, les choses sont un peu bousculées. D'habitude, cette première partie est réservée aux auditeurs. Mais en première partie, on reviendra sur tous les déboires que connaissent nos chasseurs, qu'ils soient bushiningués, amérindiens, créoles, nos chasseurs. Tous ceux qui aiment la chasse en Guyane d'ailleurs, qui sont de plus en plus, selon harcelés par les agents d'État, qui sont notamment chargés de surveiller le territoire. Mais quel territoire surveille-t-il et surtout quelle personne surveille-t-il? Ça, ce sera pour la première partie. Et il y aura bien sûr Steve Stanislas qu'on a vu sur les réseaux, on a vu sa vidéo tourner, ainsi que Dan pour en parler. Voilà, ça c'est la première partie, Guyane. En deuxième partie, ça tombe bien, nous allons rester sur le sujet un peu de la justice, de l'ordre, parce que nous aurons Maître José Lama qui viendra nous expliquer comment une décision de justice a du mal à s'appliquer en Guyane. Il avait déjà abordé le problème, sans langue de bois. Cette fois-ci, je pense qu'il nous en dira un petit peu plus. Merci beaucoup, Dom. Ce sera le programme d'Allo Pays. Rendez-vous pour nous demain, 5h. Le supplément pays vous a été présenté par le Conseil.